J'ai toujours cru que ma vie prenait enfin la bonne direction. Après des années de déception et de cœur brisé, j'avais trouvé quelqu'un qui me faisait croire à nouveau en l'amour. Louise. Elle était tout ce que j'avais toujours désiré. Belle, douce, loyale. Du moins, c'est ce que je croyais. Notre mariage n'était plus qu'à quelques jours, et jamais de ma vie je n'avais été aussi sûr de quelque chose. Les préparatifs étaient chaotiques, mais je m'en fichais. J'allais épouser la femme de mes rêves, et rien d'autre ne comptait. Ma mère avait insisté pour que nous restions séparés la semaine précédant le mariage, afin d'accroître l'attente. J'avais accepté, trouvant cela démodé mais inoffensif. Louise était occupée par les dernières retouches de la décoration du domaine en Normandie, où aurait lieu la cérémonie, et j'étais hébergé chez mon père, ou plus précisément, chez mon beau-père, Renaud, puisqu'il avait épousé ma mère quand j'avais 12 ans. Nous n'avons jamais été proches, mais nous coexistions poliment. Il a toujours été un peu fourbe à mon goût, le genre d'homme capable de charmer n'importe qui et de cacher un secret derrière chaque sourire. « Antoine, tu es impatient pour le grand jour ?» m'a-t-il demandé un soir alors que nous regardions le match du PSG dans le salon. Sa voix avait ce ton artificiel de celui qui feint l'intérêt. « Je le suis, Renaud. On dirait que j'ai attendu ça toute ma vie, » ai-je répondu, en essayant d'être cordial. J'ai remarqué qu'il vérifiait constamment son téléphone pendant notre conversation, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres chaque fois qu'un nouveau message arrivait. Je n'y ai pas prêté attention au début. Le jeudi, 3 jours avant le mariage, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un. Les mots étaient chuchotés, presque intimes. J'ai d'abord écarté l'idée, m'accusant d'imaginer le pire. Mais quelque chose en moi me semblait étrange. J'ai commencé à remarquer de petites choses, ses sourires ironiques lorsque le nom de Louise était mentionné, sa façon d'éviter le contact visuel, mais je me suis dit que j'étais simplement paranoïaque. Ce soir-là, nous avons dîné chez Danino, ce restaurant italien du quartier latin que ma mère aimait tant. Elle parlait avec enthousiasme des arrangements floraux et de la liste des invités, tandis que mon beau-père gardait ce sourire énigmatique. « Louise a bon goût », a-t-il commenté lorsque ma mère a mentionné la robe de la mariée. Elle sait ce qu'elle veut. Quelque chose dans son ton m'a dérangé, mais j'ai ravalé ma salive et continué à manger mes gnocchis. Le serveur, Antonio, qui nous connaissait depuis des années, a aperçu mon malaise et m'a servi plus de vin sans que j'aie besoin de le demander. Nous sommes rentrés tard, après être passés chez le pâtissier Pierre Hermé pour vérifier le gâteau. Ma mère est allée directement se coucher, épuisée. Je suis resté sur le balcon, regardant la nuit parisienne, les lumières des Champs-Élysées au loin créant un ciel artificiel. Renaud m'a rejoint, un verre de calvados à la main. « Nerveux ?» a-t-il demandé. « Un peu, ai-je admis. C'est une grande étape. »« Toi et Louise, vous allez bien ensemble ?» a-t-il dit, hésitant légèrement sur son nom. « Elle est spéciale. » La façon dont il a dit « spécial » m'a mis mal à l'aise, comme s'il connaissait un secret sur elle que j'ignorais. Mais encore une fois, j'ai chassé ses pensées. C'était juste mon beau-père étant lui-même. Le vendredi, Louise m'a appelé, sa voix débordant d'excitation. Nous avons parlé de nos projets pour la lune de miel en Corse, de l'appartement que nous avions acheté dans le Marais, de l'avenir qui nous attendait. Elle semblait sincèrement heureuse, ce qui m'a fait douter de mes soupçons. Comment quelqu'un pouvait-il feindre autant de joie ? « Tu me manques », a-t-elle dit. « J'ai hâte d'être à samedi. »« Moi aussi », ai-je répondu, sentant cette vague d'amour familière. « Je t'aime. »« Je t'aime plus », a-t-elle répondu, avant de raccrocher. J'ai regardé le téléphone un long moment, en pensant à la chance que j'avais. Louise était tout ce que j'avais toujours voulu. Nous nous étions rencontrés dans le métro ligne 1 il y a 2 ans. Ce fut une de ces rencontres fortuites qui changent une vie. Elle a laissé tomber un livre de Marguerite Duras, je l'ai ramassé. Nos regards se sont croisés, et le reste appartient à l'histoire. Depuis, nous avions construit une vie ensemble. Nos familles s'entendaient bien, surtout elle et mon beau-père, qui partageaient un intérêt pour les vins et l'art moderne. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas vu les signes. J'étais tellement absorbé par l'idée de l'amour parfait,
que j'ai ignoré les petites incohérences, les sourires secrets, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. J'étais aveuglé par le bonheur, sourd au murmure de la trahison. La veille du mariage, j'ai eu un enterrement de vie de garçon modeste au Bon Coin avec mes amis d'enfance, Pierre, Marc et Camille. Nous avons bu des bières Kronenbourg, raconté de vieilles histoires, et ils m'ont donné des conseils sur la vie conjugale. Je suis rentré chez moi à minuit, légèrement ivre, mais heureux. La maison était silencieuse quand je suis arrivé. Ma mère devait déjà dormir, et Renaud n'était pas en vue. Sa voiture, une Renault Mégane grise, n'était pas dans le garage. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Peut-être était-il sorti boire un verre avec des amis, comme moi. J'ai monté les escaliers en silence pour ne pas réveiller ma mère. En passant devant le bureau de Renaud, j'ai remarqué que la lumière de l'ordinateur était encore allumée. La porte était entr'ouverte et quelque chose m'a attiré à l'intérieur. La curiosité peut-être ou une prémonition. C'est là que j'ai vu sa tablette sur le bureau, déverrouillée. Et c'est là que mon monde a commencé à s'effondrer. Il ne restait plus qu'un jour avant le mariage quand tout s'est écroulé. La tablette de Renaud était là, devant moi, avec WhatsApp ouvert. Une notification clignotait dans le coin de l'écran, le nom de Louise, suivi de « Je sens encore ton odeur sur moi ». Ma poitrine s'est glacée. Je suis resté paralysé me demandant si j'avais le droit d'ouvrir la conversation. Mais le mal était déjà fait. Cet aperçu était déjà un coup de poignard dans l'estomac. J'ai regardé par-dessus mon épaule pour m'assurer que j'étais seul. Le couloir restait silencieux. Le cœur battant contre mes côtes, j'ai touché la conversation. Ce que j'ai vu a confirmé mes pires craintes. Des dizaines de messages entre ma fiancée et mon beau-père. Des rendez-vous nocturnes, des secrets, des mensonges. Ce n'était pas une erreur d'un soir. C'était une liaison en bonne et due forme, et elle avait commencé des semaines auparavant. Il y avait même des photos, certaines floues, suggestives, mais sans équivoque. L'une d'elles montrait Louise à l'hôtel Amour près du périphérique, celui devant lequel nous passions toujours en voiture en plaisantant sur le fait d'y aller un jour. J'ai laissé tomber la tablette sur le bureau. Ma respiration était superficielle. La pièce tournait. La trahison était totale, et elle venait des deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Les messages détaillaient des rencontres dans son appartement quand je travaillais à La Défense, dans des hôtels discrets de la banlieue sud, et même dans la maison de campagne de Deauville où nous avions passé le dernier nouvel an avec toute la famille. « Demain, ce sera difficile de te voir avec lui », disait un message de Renaud. « C'est la dernière fois. Après, nous trouverons un moyen », répondait Louise. Ils avaient même discuté de ce que serait l'après-mariage. Comment ils continueraient à se voir? Comment ils me tromperaient? Ils planifiaient tout en me souriant, en acceptant mon amour, ma confiance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Quelque chose en moi s'est brisé en silence. Je suis resté, assis là pendant ce qui a semblé des heures, anesthésié et vide. Mais ensuite, une étrange clarté s'est installée. Je n'allais pas annuler le mariage. Non. Je laisserai tout se dérouler. Je les regarderai dans les yeux. Je marcherai jusqu'à l'hôtel, et je leur donnerai le moment qu'ils méritaient. Et puis je ferai tout brûler, en public. Je suis sorti du bureau et je suis allé dans la chambre d'amis. Je me suis allongé sur le lit, et j'ai fixé le plafond, où le ventilateur tournait lentement, comme mes pensées. Je me suis souvenu de toutes les fois où Louise avait dit qu'elle devait régler des trucs pour le mariage, ces derniers mois. De toutes les fois où Renaud avait offert son aide pour les préparatifs. De la façon dont il semblait toujours avoir des blagues privées, des regards qui duraient une seconde de plus que la normale. Le matin, quand j'ai entendu Renaud d'arriver, il était presque 5 heures. Il a essayé d'entrer silencieusement, mais j'ai entendu la porte d'entrée et ses pas dans l'escalier. Je suis resté immobile dans le lit, les yeux ouverts, en train de planifier. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Louise. « Bonjour mon amour. Aujourd'hui c'est notre dernier jour de célibataire. Demain nous serons mari et femme pour toujours. » L'ironie était si brutale que j'ai failli rire. Pour toujours. Comment pouvait-elle être si fausse? Comment pouvait-elle taper ces mots tout en échangeant des messages avec mon beau-père? J'ai répondu par un simple « J'ai hâte » et un smiley.
Il était temps de commencer ma performance. Au petit déjeuner, ma mère était radieuse, parlant des derniers détails, de la perfection de la journée à venir. Renaud semblait fatigué avec des cernes profonds, mais il souriait et acquiesçait. Il pouvait à peine me regarder dans les yeux. « Bien dormi, Renaud ?» ai-je demandé, en gardant une voix désinvolte. « Ah oui », a-t-il répondu en prenant une gorgée de café. « Juste resté, tard, à travailler. »« À travailler », ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air comme une accusation. Mais il n'a pas remarqué, ou a fait semblant de ne pas remarquer. Ma mère, Madame Régine, a préparé des croissants au jambon et au fromage, mon petit déjeuner préféré depuis l'enfance. « Mon fils va se marier », disait-elle, les yeux embués. « On dirait que c'était hier que tu apprenais à marcher au parc Monceau. » Je lui ai souri, ressentant une pointe de douleur en sachant que bientôt son cœur serait brisé aussi. Elle ne méritait pas ça. Elle avait toujours été une femme forte, qui avait élevé son fils seule jusqu'à ce qu'elle rencontre Renaud. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, faisant des gardes doubles pour me donner une bonne éducation. Et maintenant, son mari la trompait avec la fiancée de son fils. J'ai passé la journée à faire semblant d'être occupé par les derniers préparatifs. J'ai appelé Pierre, mon témoin, pour confirmer qu'il récupérerait les alliances. J'ai vérifié auprès du traiteur du domaine Sainte-Victoire en Normandie si tout était en ordre pour le lendemain. J'ai agi comme si de rien n'était. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Louise. Sa voix semblait tendue, différente de d'habitude. « Antoine, tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr », ai-je répondu en m'efforçant de paraître normal. « Pourquoi ?»« Je ne sais pas. Tu semblais bizarre dans ton message de ce matin. »« Je suis juste nerveux à cause du mariage. » ai-je menti. Beaucoup de choses à organiser. Elle a semblé accepter l'explication, et nous avons parlé de banalité pendant quelques minutes. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé que ma main tremblait. C'était difficile de lui parler en sachant ce que je savais. C'était difficile d'entendre sa voix et de ne pas crier toutes les vérités que j'avais découvertes. Ce soir-là, j'ai eu le dîner de répétition au restaurant L'Ambroisie. Tout le monde était là, les témoins, les demoiselles d'honneur, les membres de la famille les plus proches. Louise portait une simple robe blanche, un prélude à la vraie robe de mariée. Elle était magnifique, ses cheveux bruns tombant, en vagues douces sur ses épaules, ses yeux verts brillant sous les lumières tamisées du restaurant. En la regardant, il était difficile de croire que cette même femme m'avait trahi si froidement. Renaud était à côté de ma mère, le bras autour de ses épaules, l'image du mari dévoué. Il apportait un toast à nous, levant son verre de vin, à Antoine et Louise. Puissiez-vous avoir une vie longue et heureuse ensemble. Tout le monde a répété le toast, et j'ai bu mon vin lentement, les yeux fixés sur lui. Il y a eu un moment, un bref instant, où nos regards se sont croisés, et j'ai cru voir une lueur de culpabilité dans ses yeux. Mais elle a rapidement disparu, remplacée par ce sourire répété. La soirée a avancé, et j'ai continué ma performance. J'ai souri pour les photos, remercié les gens pour leurs vœux de bonheur, tenu la main de Louise comme si c'était la chose la plus précieuse. Au monde, personne ne se doutait de rien. Personne ne voyait la tempête qui se formait en moi. Quand le dîner s'est terminé, Louise m'a serré fort dans ses bras. « Demain, » a-t-elle murmuré, « nous ne serons que nous deux. »« Oui » ai-je acquiescé en l'embrassant sur la joue. « Juste nous deux, et toutes nos vérités. » Elle s'est reculée, confuse par mes paroles, mais j'ai souri de manière rassurante. Je suis juste philosophe ce soir. Nous sommes dit au revoir, et elle est partie avec ses amis pour une dernière nuit de célibataire. Renaud m'a proposé de me ramener à la maison, mais j'ai refusé, disant que j'avais besoin d'air frais. En vérité, je ne supportais pas l'idée d'être dans la même voiture que lui en faisant semblant que tout allait bien. J'ai marché dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, le quartier chic de Paris, où se trouvait le restaurant. Les hôtels, particuliers avec leurs hauts murs, les arbres bien entretenus sur les trottoirs, les voitures de luxe garées, tout semblait irréel maintenant. Ma vie avait été une illusion, et demain serait le jour où cette illusion serait brisée aux yeux de tous. Le matin du mariage, je me suis regardé dans le miroir
et j'ai à peine reconnu l'homme qui me faisait face. Calme, froid, calculateur. Mes mains bougeaient avec précision alors que j'ajustais le nœud papillon du smoking que j'avais loué chez l'homme élégant. C'était comme si quelqu'un d'autre contrôlait mon corps pendant que je regardais de loin. Le soleil d'octobre entrait par la fenêtre de la chambre d'hôtel en Normandie où je me préparais. J'avais décidé de ne pas rentrer à la maison après le dîner de répétition, ne supportant plus l'idée de partager le même toit que Renaud. J'ai dit à ma mère que je voulais suivre la tradition de ne pas voir la mariée et de passer la dernière nuit seule. L'hôtel Le Normandie, avec son architecture qui imitait une villa de la belle époque, était rempli d'invités du mariage. Au petit déjeuner, j'ai reçu des tapes dans le dos et des plaisanteries sur le fait de prendre mon dernier souffle de liberté. Marc, mon meilleur ami et témoin, est entré dans la chambre avec une bouteille de whisky Chivas. Alors, le marié, un verre pour calmer les nerfs, a-t-il offert, en servant déjà 2 verres. Bien sûr, ai-je répondu, en acceptant le verre. Je n'étais pas nerveux, mais j'avais besoin de l'alcool pour endormir la colère qui bouillait en moi. « Tout va bien, mec ?» a demandé Marc, sentant quelque chose d'étrange. « Tu as l'air différent. »« Je vais très bien, » ai-je répondu en forçant un sourire. « Juste concentré. » Marc a ri. « Ouais, ça doit être ça. Je ne t'ai jamais vu aussi concentré depuis cet examen final de droit constitutionnel à Assas. » Nous avons bu le whisky et il a commencé à parler de la fête, de la perfection de tout, de la façon dont Louise était radieuse quand il l'avait vue plus tôt. Chaque mention de son nom était comme une petite coupure, mais j'ai gardé mon masque intact. « Allons-y », a-t-il finalement dit. « Le van nous attend pour nous emmener au domaine. » La cérémonie devait avoir lieu dans les jardins du domaine Sainte-Victoire, un endroit charmant dans les collines normandais. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était magnifique. Des rangées de chaises blanches disposées sur la pelouse, un autel décoré d'hortensias bleus et blancs, les préférés de Louise, des lanternes accrochées aux arbres pour quand la nuit tomberait. C'était le décor parfait pour un mariage parfait. Ou pour la farce parfaite. Les invités ont commencé à arriver, environ 200 personnes vêtues de leurs plus beaux habits, des sourires impatients, des cadeaux coûteux à la main. J'ai reconnu des collègues du cabinet d'avocats où je travaillais, des amis de l'université, des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Tout cela pour assister au plus beau jour de ma vie. Ma mère m'a trouvé dans la salle réservée aux mariés. Elle était magnifique dans sa robe bleu marine de la créatrice Delphine Manivet, les cheveux relevés en un chignon élégant, des boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma grand-mère. « Mon fils », a-t-elle dit, en ajustant mon revers avec ce geste maternel qui n'avait jamais changé depuis mon enfance. « Je suis si fier de toi. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. Pendant un moment, j'ai failli abandonner mon plan. Comment pouvais-je faire ça? Comment pouvais-je gâcher la journée et exposer la vérité devant tout le monde? Mais ensuite, je me suis souvenu des messages, des photos, des mensonges. Je me suis souvenu que ce n'était pas moi qui avais trahi la confiance. Ce n'était pas moi le méchant de cette histoire. « Merci, maman », ai-je simplement dit en l'embrassant sur le front. Renaud est apparu à la porte, impeccable dans son costume italien, cette montre Rolex qu'il avait achetée en concluant une grosse affaire avec des investisseurs argentins. Son faux sourire, ses yeux qui ne parvenaient pas à rencontrer les miens. « C'est l'heure, champion », a-t-il dit, comme s'il avait le droit d'utiliser ce surnom, comme s'il était vraiment mon père. Nous sommes sortis dans les jardins. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et rose. Les lanternes ont été allumées, créant une atmosphère magique. Le quatuor à cordes jouait doucement Pachelbel. J'ai pris ma place à l'autel, à côté du père Michel qui me connaissait depuis l'enfance, qui m'avait donné ma première communion à l'église Saint-Germain-des-Prés. Les témoins et les demoiselles d'honneur sont entrés par paire, puis les petites filles d'honneur, les nièces jumelles de Louise, âgées de 5 ans, répandant des pétales de rose sur le chemin. Tout le monde a souri. Tout le monde a trouvé ça adorable. J'ai juste attendu, le cœur battant à un rythme étrange, ni rapide ni lent, juste déterminé. Et puis la musique a changé. La marche nuptiale a commencé à jouer. Les invités se sont levés. Toutes les têtes se sont tournées vers le bout de l'allée de fleurs, où Louise est apparue au bras de son père, Monsieur Antoine.
un homme simple de la campagne qui m'avait toujours traité comme un fils. Elle était éblouissante. La robe, blanche avec sa traîne longue et délicate, semblait flotter tandis qu'elle marchait. Le voile couvrait partiellement son visage, mais je pouvais voir son sourire, ses yeux brillants. Pendant un instant douloureux, j'ai vu la femme dont j'étais tombé amoureux, pas la femme qui m'avait trahi. Mais l'illusion s'est vite dissipée. Chaque pas qu'elle faisait dans ma direction était un pas de plus vers la révélation. Chaque sourire qu'elle échangeait avec les invités était un mensonge de plus à exposer. J'ai vu Renaud au premier rang, à côté de ma mère, son bras possessif autour de ses épaules. J'ai vu ses yeux suivre Louise, ce regard que je reconnaissais maintenant comme un désir, à peine déguisé. Louise est arrivée à l'hôtel. Son père a embrassé sa joue et a mis sa main dans la mienne. « Prends bien soin d'elle », a-t-il dit, les larmes aux yeux. J'ai hoché la tête en silence, incapable de répondre. Louise a serré ma main, sa peau chaude contre la mienne qui semblait faite de glace. Nous nous sommes tournés vers le prêtre, qui nous a souri avec bienveillance et a commencé la cérémonie. Nous sommes ici réunis. Les mots traditionnels ont résonné dans les jardins. Il a parlé d'amour, d'engagement, de fidélité. Chaque mot était une écharde dans ma poitrine. J'ai regardé les visages en face de nous, des sourires, quelques yeux embués, des expressions de bonheur sincère. Personne ne savait. Personne ne se doutait de ce qui allait se passer. Le prêtre nous a demandé de nous faire face, et tout a semblé ralentir. Les yeux de Louise ont rencontré les miens, si pleins d'espoir. J'ai presque eu pitié. Presque. Le prêtre m'a posé la question. « Antoine-Henri Dubois, acceptez-vous de prendre Louise Caroline Martin pour légitime épouse, promettant de l'aimer et de la respecter, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» J'ai laissé le silence planer un instant de trop. Les invités ont commencé à s'agiter sur leurs chaises, mal à l'aise. Louise a serré ma main, ses yeux interrogateurs. Puis j'ai dit « Non, je n'accepte pas, parce que cette femme a couché avec mon beau-père dans mon dos. » Des murmures ont explosé dans la foule. Des chaises ont été traînées. Ma mère a laissé tomber le bouquet qu'elle tenait. Le visage de Louise a perdu toute couleur, sa bouche s'ouvrant puis se fermant. Aucun mot, juste le choc. Renaud s'est levé de son siège comme un homme essayant de défaire un accident de voiture au ralenti. J'ai sorti la tablette de la poche intérieure de ma veste, ouvert la galerie et tourné l'écran vers tout le monde. « Voilà, dis-je, à quoi ressemble la trahison. Voilà ce que l'amour cache, sous des dentelles blanches et une luxure lâche. » Ma voix était étonnamment ferme. Je n'ai pas crié, je n'en avais pas besoin. Le silence qui a suivi mes paroles était assourdissant. Louise s'est mise à pleurer, de gros sanglots qui secouaient son corps délicat dans cette robe parfaite qui ressemblait maintenant à un costume grotesque. « Antoine, s'il te plaît, » implora-t-elle. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Non ?» ai-je demandé, ma voix maintenant dangereusement basse. « Alors explique-moi ce que signifie « je sens encore ton odeur sur moi ». Explique-moi les photos. Explique-moi les rendez-vous à l'hôtel Amour pendant que je travaillais tard. » Ses yeux se sont agrandis en réalisant que je savais tout, chaque détail, chaque mensonge. Ma mère s'est levée, chancelant comme si elle avait été physiquement frappée. Ses yeux allaient de moi à Renaud, incrédule. « Renaud ?» Sa voix était un murmure brisé. « C'est vrai ?» Il a ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti. Son visage, normalement si contrôlé, si charmant, était défiguré par la panique. Cet homme qui avait toujours les mots justes, qui savait toujours quoi dire, était muet. Le père de Louise, M. Antoine, semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 minutes. Il s'est approché de sa fille, lui a saisi les bras, la forçant à le regarder. « Louise, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle ne pouvait pas répondre. Elle ne faisait que pleurer. Ses épaules tombaient, vaincues sous le poids de la vérité exposée. Les secondes qui suivirent semblèrent s'étirer comme un élastique. Le chaos s'installa dans les jardins du domaine Sainte-Victoire. Les gens chuchotaient, certains se levaient, d'autres regardaient fixement, comme s'ils assistaient à un accident de voiture sur le périphérique. Ils ne pouvaient pas détourner le regard.
mais ne voulait pas non plus voir. C'est absurde, réussit finalement à dire Renaud, retrouvant une partie de son sang-froid. Antoine est de toute évidence perturbé, sous pression. Je fis un pas en avant, la tablette toujours à la main. Perturbé? C'est comme ça que tu veux? Jouer, Renaud? Alors écoutons tes propres mots. Je commençais à lire à haute voix certains des messages, soigneusement sélectionnés pour ne laisser aucun doute, mais aussi pour ne pas être complètement vulgaire devant les enfants et les personnes âgées. À chaque phrase, je voyais le visage de ma mère se contracter de douleur. Elle regardait Renaud avec incrédulité, puis Louise, puis moi. « Régine, je peux expliquer ?» se tourna Renaud vers ma mère, tendant la main pour la toucher. Elle recula comme si son contact pouvait la brûler. Louise tomba à genoux, la robe de mariée s'étalant autour d'elle comme une flaque de lait renversée. Ces demoiselles d'honneur, amies depuis l'école de communication du CELSA, se précipitèrent pour la soutenir. Elles me regardaient avec un mélange de choc et d'accusation, comme si j'étais le méchant pour avoir exposé la vérité. Le père Michel, visiblement décontenancé, tentait de rétablir un peu d'ordre. « Mes enfants, peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un cadre plus privé. »« Non, mon père, » répondis-je fermement. « Il n'y a rien de privé dans cette situation. Ils ne se sont pas souciés de la vie privée quand ils prévoyaient de me faire passer pour un idiot. Pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant ?» Monsieur Antoine, le père de Louise, s'approcha de Renaud. Bien qu'étant un homme de plus petite taille, il semblait à ce moment-là géant dans sa fureur. « Vous avez séduit ma fille. Un homme de votre âge ?» Renaud leva les mains en signe de défense. « Antoine, ce n'était pas comme ça. » Le poing de monsieur Antoine percuta la mâchoire de Renaud avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Le bruit de l'impact résonna, dans le jardin, suivi de soupirs de choc. Renaud chancela en arrière, manquant de tomber sur les arrangements floraux. « Papa, non !» cria Louise, essayant de se relever, sa robe entravant ses mouvements. Voir Louise s'inquiéter pour Renaud, même à ce moment-là, fut la confirmation finale que j'avais fait le bon choix. Il n'y avait pas de véritable amour entre nous. Peut-être n'y en avait-il jamais eu. Ma mère s'approcha de moi, les yeux rouges, le maquillage coulant. « Tu savais? Et tu ne m'as rien dit ?»« Je l'ai découvert hier soir, maman, » répondis-je, ressentant pour la première fois une pointe de culpabilité. Je n'ai pas eu le courage. « Et tu as choisi de faire ça ?» Elle désigna le chaos autour de nous. « Devant tout le monde, ils ne méritèrent pas d'intimité, » répétai-je plus bas cette fois. « Ils n'ont pas pensé à toi quand ils se sont impliqués. Ils n'ont pas pensé à moi. » Les invités commencèrent à se disperser, certains murmurant des excuses, embarrassés, d'autres ouvertement curieux, prenant discrètement des photos avec leur téléphone. En quelques minutes, cela serait sur Instagram, sur WhatsApp, circulant dans tout Paris, le mariage qui n'a pas eu lieu, le fiancé qui a exposé, la fiancée, la famille détruite en public. Marc, mon témoin, s'approcha et posa la main sur mon épaule. « On s'en va, mec. Tu as déjà fait ce que tu avais à faire. » Une partie de moi voulait rester, continuer la confrontation, extraire chaque goutte de vérité de ces deux-là, mais je me sentis soudain épuisé, comme si j'avais couru tout, le marathon de Paris sans entraînement. Le poids des derniers jours, de la découverte, de la comédie, s'abattit finalement sur mes épaules. « Allons-y », acquiesçai-je finalement. Je commençais à m'éloigner de l'hôtel, passant devant Louise, qui était toujours à genoux, en pleurs. Elle attrapa ma jambe quand je passais. « Antoine, s'il te plaît. » Sa voix était un murmure brisé. « Laisse-moi t'expliquer. » Je m'arrêtais et la regardais, le visage que j'avais aimé, que j'avais embrassé tant de fois que je rêvais de voir chaque matin au réveil, semblait maintenant celui d'une étrangère. « Il n'y a rien à expliquer, Louise. Les messages expliquent tout. Les photos expliquent tout. » Je retirai doucement sa main de ma jambe. J'espère que ça en valait la peine. Je continuais à marcher, conscient des regards qui me suivaient, certains avec pitié, d'autres avec admiration, beaucoup simplement choqués. Ma mère vint derrière moi me prenant le bras. « Fils, attends, ne pars pas comme ça. »« J'ai besoin d'être seul, maman, » dis-je en l'embrassant sur le front. « Je suis désolé de faire ça comme ça, mais tu méritais aussi de savoir la vérité. »« Je sais, » acquiesça-t-elle, les larmes coulant librement. « Mais maintenant nous devons gérer ça, ensemble. »
Demain, promis-je. Aujourd'hui, je veux juste de la distance. Elle comprit. Elle comprenait toujours, même brisée à l'intérieur. Ma mère parvenait encore à être forte pour moi. Marc me conduisit à sa voiture, une Peugeot 3008 qu'il avait récemment achetée, fier de sa première grande acquisition. Nous sommes montés, et il a démarré, nous éloignant du domaine et du chaos que j'avais laissé derrière moi. À travers le rétroviseur, je vis Renaud discuter vivement avec quelques personnes, de grands gestes, cette expression de celui qui tente de se justifier. Je vis Louise être emmenée par ses amis dans la maison principale, sa robe de mariée traînant sur l'herbe. « Où veux-tu aller ?» demanda Marc, brisant le silence alors qu'il conduisait sur la route qui reliait la campagne à l'autoroute A13. « N'importe où, loin d'ici, » répondis-je, laissant ma tête tomber contre le dossier du siège. « Peut-être Megève. J'ai juste besoin de montagne, de froid et de distance. »« Ce sera Megève, » acquiesça-t-il, augmentant le volume de la radio où passait, avec le temps de Léo Ferré, une ironie qui ne nous échappa pas. Tandis que les kilomètres défilaient, je ressentis un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la douleur, bien sûr, de la déception, de la colère. Mais il y avait aussi quelque chose d'inattendu, du soulagement. Comme si un poids avait été retiré de mes épaules. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Mon téléphone se mit à vibrer, sans cesse dans ma poche. Messages, appels, notifications. Le cirque avait déjà commencé, des amis voulant confirmer si les rumeurs étaient vraies. Des parents inquiets. Des collègues de travail curieux. Je l'éteignis sans vérifier aucun d'entre eux. Le monde pouvait attendre. « Tu veux en parler ?» demanda Marc, alors que nous passions par les contreforts des Alpes, les montagnes imposantes apparaissant à l'horizon. « Pas maintenant, » répondis-je, observant le ciel qui commençait à s'assombrir. « Maintenant, je veux juste oublier que cette journée a existé. » Il acquiesça, respectant mon silence. C'était Marc, ami depuis le lycée Saint-Louis, le type qui ne forçait jamais une conversation, qui savait que sa simple présence suffisait parfois. Nous sommes arrivés à Megève, alors que les premières étoiles parsemaient déjà le ciel. L'air froid de la montagne entra par les fenêtres de la voiture, nettoyant mes poumons de l'odeur des fleurs du mariage, du parfum de Louise, de l'eau de Cologne chère de Renaud. Nous nous sommes arrêtés dans une auberge de la place du village, de celles avec cheminée et chocolat chaud servis le soir. « Je te laisse ici, » dit Marc en se garant. « T'es sûr de vouloir rester seul ?»« Certain, » confirmai-je. « J'en ai besoin, mais merci pour tout. »« Pas de ça entre nous, mec, c'est à ça que servaient les amis. » Il me serra fort dans ses bras. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je dis bien n'importe quoi. Si tu veux que je retourne là-bas et que je casse la gueule à ce fils de... » J'ai compris, l'interrompis-je avec un petit sourire, le premier sincère, depuis des jours. Je vais m'en sortir. J'entrai dans l'auberge, réservai une chambre pour quelques nuits, et me permis enfin de respirer. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à l'épuisement. Je m'effondrai sur le lit, portant encore le smoking du mariage qui n'avait pas eu lieu, et fixai le plafond en bois. Le téléphone de la chambre sonna, me faisant sursauter. C'était la réceptionniste demandant si je souhaitais dîner au restaurant de l'auberge. « Non, merci », répondis-je. « J'ai juste besoin de me reposer. » Je raccrochai et restais allongé, immobile. Par les fenêtres ouvertes, je pouvais entendre le son lointain de la musique sur la place centrale. Des touristes se promenant, des rires. La vie continuait dehors, indifférente au tremblement de terre qu'avait été ma journée. Ma dernière pensée avant de m'endormir, toujours habillé, fut que demain serait le premier jour du reste de ma vie. Une vie sans Louise, sans Renaud, sans mensonge. Et étrangement, cela ne semblait pas aussi effrayant que ça aurait dû l'être. La cérémonie s'était dissoute dans un chaos total. Tandis que je m'éloignais vers Megève avec Marc, les invités s'étaient divisés entre ceux qui partaient discrètement et ceux qui restaient pour assister au drame se dérouler comme un feuilleton de TF1. Je me suis réveillé le lendemain matin à l'auberge, l'étoile des neiges, portant encore le pantalon du smoking, n'ayant enlevé que la veste et le nœud papillon avant de sombrer dans le sommeil.
Ma tête me lançait, non pas à cause de la gueule de bois, mais du tourbillon émotionnel de la veille. Pendant un bref instant, en ouvrant les yeux et en voyant le plafond en bois, je ne me suis pas souvenu où j'étais ni pourquoi. Puis tout est revenu comme une avalanche. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre. Mes gestes s'étendaient en contrebas, les chalets à l'architecture savoyarde disséminés sur le flanc de la montagne, le brouillard matinal flottant encore sur les sapins. En d'autres circonstances, ce serait le cadre parfait pour une lune de miel. L'ironie ne m'a pas échappé. Je pris une longue douche, comme si je pouvais laver non seulement la sueur mais aussi les souvenirs. Je descendis pour le petit déjeuner servi dans le jardin d'hiver de l'auberge. Quelques familles occupaient les autres tables, des touristes, enthousiastes planifiant leurs excursions au Mont d'Arbois ou au lac de Javennes. Personne ne savait que j'étais le fiancé qui avait dénoncé sa promise et son beau-père devant 200 invités. Là, j'étais juste un visiteur de plus cherchant le charme de la montagne. La serveuse s'approcha avec la cafetière. « Un café, monsieur ?»« S'il vous plaît, » répondis-je, regardant le liquide sombre remplir la tasse blanche. « Et pourriez-vous m'apporter des pains au chocolat ? Je suis affamé. » C'était vrai, je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille, où j'avais à peine pu avaler un sandwich. Maintenant, mon corps réclamait du carburant, quel que soit l'état de mon âme. J'allumai mon téléphone et fus immédiatement bombardé de notifications. 32 appels manqués, 75 messages sur WhatsApp, 29 sur Telegram et d'innombrables notifications d'Instagram et de Facebook. Il semblait que la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le premier message que je vis était de ma mère. « Mon fils, appelle-moi quand tu pourras. Je suis inquiète. Je t'aime. » Le second était de Louise. « Antoine, nous devons parler. Je sais que j'ai eu tort, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. » Il y en avait aussi, un de Renaud, que je ne daignais même pas ouvrir. L'audace de cet homme n'avait pas de limite. Les messages des amis variaient de l'inquiétude sincère à la curiosité à peine déguisée. Certains offraient leur soutien, d'autres voulaient des détails sordides. La nature humaine dans sa forme la plus brute. Je ne répondis qu'à ma mère, lui disant que j'allais bien et que j'avais besoin de quelques jours seul. Je promis d'appeler, bientôt. Pour les autres, le silence serait ma réponse. Après le café, je décidai de me promener en ville. Le froid de la montagne était vivifiant, l'air pur remplissait mes poumons. Je montai jusqu'au point de vue du calvaire, d'où l'on pouvait voir tous mes Gèves et les montagnes environnantes. Je m'assis sur un banc et observai l'horizon, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. J'étais si absorbé que je ne remarquai pas une dame s'approcher jusqu'à ce qu'elle s'assoie à côté de moi. Elle devait avoir 70 ans, des cheveux blancs soigneusement coiffés, un châle coloré sur les épaules. « Belle journée, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle en regardant le paysage. « Oui », acquiesçai-je, peu disposé à entamer la conversation. « Vous savez, jeune homme, je suis venu ici pour la première fois il y a 50 ans, en lune. De miel ?» poursuivit-elle, ne semblant pas remarquer ma réticence. « À l'époque, Megève n'était qu'un petit village. Maintenant, regardez-moi ça. » J'acquiesçai poliment, espérant qu'elle se lasserait bientôt et me laisserait en « Pex, le cœur brisé amène les gens à la montagne », dit-elle soudainement. L'air pur, l'altitude, on a l'impression d'être plus près du ciel et plus loin des problèmes. Je la regardais, surpris. « Comment savez-vous » Elle sourit. « C'est écrit sur votre visage, mon garçon, et dans vos yeux. Je connais ce regard. Je l'ai déjà vu dans le miroir. Pour une raison quelconque, peut-être parce qu'elle était une étrangère, peut-être parce qu'elle semblait sincèrement sage, je me surpris à lui raconter l'histoire. Pas tous les détails sordides, mais suffisamment. La trahison, la décision de tout exposer à l'autel, la fuite vers les montagnes. Elle écouta sans interruption, sans jugement. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse quelques instants, regardant la vallée en contrebas. « Vous savez, quand mon mari m'a trompé, avec ma jeune sœur, j'ai cru que mon monde était fini, » dit-elle finalement. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je suis reconnaissante. « Reconnaissante ?» demandai-je incrédule. « Oui,
reconnaissante d'avoir découvert qui ils étaient vraiment avant qu'il ne soit trop tard, avant d'autres années gaspillées, avant les enfants. La douleur est terrible maintenant, mais imaginez découvrir cela après une décennie de mariage. Ces mots me frappèrent comme un éclair. C'était vrai. Aussi douloureux que ce soit, on m'avait épargné un mariage basé sur des mensonges, d'une vie partagée avec quelqu'un capable d'une telle trahison. « Qu'avez-vous fait après » demandai-je. « J'ai reconstruit ma vie, une brique à la fois. J'ai déménagé à Lyon, ouvert une petite librairie, me suis fait de nouveaux amis. Finalement, j'ai rencontré un homme bon, honnête. Nous sommes ensemble depuis 25 ans maintenant. » Elle sourit. La vie a une drôle de façon de nous donner exactement ce dont nous avons besoin, même quand nous pensons tout perdre. Nous sommes restés là encore un moment, à parler de choses triviales, de la ville, de livres. Elle s'appelait Madame Cécile, et elle était en visite avec son mari qui était resté à l'hôtel se reposer d'une longue randonnée la veille. Quand nous nous sommes quittés, elle m'a serré la main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « Vous irez bien, Antoine. La tempête passe. Toujours. » De retour à l'auberge, je trouvai Marc dans le hall. Il avait fait le trajet retour pour m'apporter une valise de vêtements qu'il avait prise dans mon appartement. « Je me suis dit que tu n'allais pas vouloir porter ce smoking pendant 3 jours de plus, » dit-il en me tendant la valise. « Tu es un saint, Marc, le remerciai-je, sincèrement touché par le geste. « Et alors comment ça se passe en bas » demandai-je alors que nous montions dans ma chambre. Il poussa un lourd soupir. « Un cirque, comme tu peux l'imaginer. La mère de Louise est dévastée, son père veut toujours arracher la tête de Renaud. Ta mère, eh bien, elle tient le coup, mais on voit qu'elle est détruite. » Je ressentis une pointe de culpabilité, pas pour l'exposition elle-même, mais pour la façon dont cela avait affecté ma mère. Elle ne méritait pas de subir cela en public. Et les autres ? Les invités ? Ils font ce que les gens font toujours. Ils cancanent. L'histoire est déjà partout dans Paris. Tu es une sorte de légende urbaine maintenant. Le type qui a affiché sa fiancée à l'hôtel. Je levai les yeux au ciel. Génial. C'est exactement ce que je voulais. La célébrité. Écoute, en parlant de ça... Marc hésita. Quelques chaînes de télé ont essayé d'obtenir ton contact. Ils veulent des interviews. Et il y a des gens qui offrent de l'argent pour ta version de l'histoire. C'est une blague ? C'est la société du spectacle, mon ami. Tout le monde veut un morceau du drame des autres. Je secouai la tête, dégoûté. Dis à tout le monde qu'ils peuvent toujours attendre. Je ne vais pas transformer ma vie en une émission de télé-réalité pour divertir des inconnus. Marc resta pour le dîner. Nous sommes allés dans un restaurant à fondue au centre-ville, où nous avons bu trop de vin et parlé de nos années d'université, des voyages que nous avions faits, de tout sauf du mariage raté. Pendant quelques heures, j'ai réussi à me sentir presque normal à nouveau. Quand il est parti, promettant de revenir le week-end, je me suis retrouvé de nouveau seul avec mes pensées. Mon téléphone continuait de vibrer de temps en temps avec de nouveaux messages que je continuais d'ignorer. Le 3e jour à Megève, j'ai finalement appelé ma mère. Sa voix semblait fatiguée mais ferme. « Comment vas-tu, mon fils ?»« Je survis, » répondis-je honnêtement. « Et toi ?»« Pareil. » Elle fit une pause. Renaud est parti de la maison. Je lui ai demandé de prendre toutes ses affaires. Bonne décision. Ce n'était pas facile, admit-elle. 12 ans ensemble. Mais après ce qu'il a fait, il n'y avait aucun moyen de continuer. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a dit que Louise avait essayé de lui parler, pour s'expliquer, pour demander pardon. Ma mère a refusé. Certaines choses ne peuvent être pardonnées, mon fils. Ou du moins, pas oubliées. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est qu'ils pensaient pouvoir nous tromper pour toujours, que nous étions assez stupides pour ne jamais nous en rendre compte. Cela montre à quel point ils nous méprisaient. C'était vrai. La trahison n'était pas seulement physique, c'était une sous-estimation cruelle de notre intelligence, de notre dignité. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne retournerai pas à Paris immédiatement. Je n'affronterai pas le cirque médiatique, les regards de pitié, les commérages effrénés. Au lieu de cela, j'ai prolongé mon séjour à l'auberge de 2 semaines et j'ai appelé le bureau,
demandant des congés en retard que je n'avais jamais pris. « Bien sûr, Antoine, » dit mon patron Richard, de cette voix compréhensive qui révélait qu'il était déjà au courant de tout. « Prends le temps qu'il te faudra. Maurice peut prendre tes dossiers en attendant. » C'est ainsi que j'ai commencé mon auto-exil dans les montagnes. Chaque matin, je marchais pendant des heures sur les sentiers de la région. L'après-midi, je lisais des livres que j'avais achetés dans la petite librairie de la ville. Romans, biographies, tout ce qui pouvait m'emporter loin de ma réalité. Le soir, je dînais seul dans de petits restaurants où personne ne me connaissait, où je pouvais être juste un touriste de plus appréciant la cuisine locale. Peu à peu, la douleur a changé de forme. Elle n'a pas disparu, je pense qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Mais elle s'est transformée en quelque chose de plus gérable, de moins aigu. La colère a cédé la place à une sorte de gratitude résignée, comme Madame Cécile l'avait prédit, gratitude d'avoir découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Par moments, je me surprenais à penser à Louise, non pas avec colère, mais avec perplexité. Comment quelqu'un que je pensais si bien connaître avait-il pu me tromper si complètement? Y avait-il eu des signes que j'avais ignorés? Ou était-elle simplement une actrice exceptionnelle, capable de vivre un mensonge sans rien laisser paraître? Et à d'autres moments, je me souvenais de détails de notre relation qui prenaient maintenant un nouveau sens. Les fois où elle avait annulé des plans à la dernière minute, les longs appels qui se terminèrent brusquement quand j'entrais dans la pièce. L'insistance soudaine pour que Renaud aide aux préparatifs du mariage, chose que j'avais trouvée étrange à l'époque, mais que j'avais écartée. Le puzzle de la trahison avait de nombreuses pièces, et lentement je les assemblais, formant une image complète qui, aussi douloureuse soit-elle, avait au moins le mérite d'être logique. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. J'ai quitté Paris, changé de numéro, disparu de leur vie sans laisser de traces. Ils ont essayé de me contacter, bien sûr. Lettres, emails, demandes de pardon désespérées. Je n'ai pas répondu. Certaines vérités n'ont pas besoin de conclusion. Certaines blessures guérissent, mieux seules. Je me suis installé à Honfleur, une petite ville historique sur la côte normande. J'ai acheté une maison simple près de la plage du Butin, avec une terrasse en bois qui donne sur la mer. Le genre d'endroit que j'avais toujours rêvé d'avoir à la retraite, mais que j'ai décidé de ne plus reporter. La vie est trop courte pour attendre le bon moment. J'ai demandé ma mutation au bureau de l'entreprise à Deauville, à moins d'1 heure d'ici. Le trajet sur la route côtière chaque matin, avec la mer d'un côté et la campagne verdoyante de l'autre, me sert de méditation. Une préparation pour la journée, un rappel qu'il y a de la beauté dans le monde, indépendamment des peines que nous portons. Je me suis remis à la peinture, ce que je n'avais pas fait depuis l'université. Ma terrasse est devenue un petit atelier improvisé. Rien de professionnel, juste une façon d'exprimer ce que les mots ne peuvent parfois pas dire. Des paysages marins, principalement. Le mouvement des vagues, la lumière du soleil se reflétant, sur l'eau, les petits bateaux de pêche qui partent à l'aube et rentrent au crépuscule. Ma mère est venue me rendre visite le mois dernier. Elle est plus mince, avec plus de rides autour des yeux, mais il y a une nouvelle force en elle. Nous nous sommes assis sur le sable de la plage, les pieds touchant l'eau fraîche de mars, et nous avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Il essaie toujours de me contacter, dit-elle en parlant de Renaud. Il envoie des fleurs à l'hôpital, des emails, des cartes. Et toi? Je ne réponds pas. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Elle m'a dit qu'elle avait vendu la maison de Paris, celle qu'elle avait partagée avec lui pendant plus d'1 décennie. Elle a déménagé dans un appartement plus petit à Montmartre, plus proche de l'hôpital où elle travaille. Elle a commencé des cours de danse de salon, ce qu'elle avait toujours voulu faire mais que Renaud considérait comme un truc de vieux. Je redécouvre qui je suis sans être dans l'ombre d'un homme, dit-elle avec un sourire timide. C'est effrayant mais aussi libérateur. Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Quant à Louise, j'ai appris par des amis communs qu'elle avait déménagé à l'étranger. Londres, apparemment. Elle a trouvé un travail dans une agence de publicité internationale, le genre d'opportunité qu'elle disait toujours vouloir, mais qu'elle ne poursuivait jamais vraiment quand nous étions ensemble. Peut-être que l'exposition publique a été le coup de pouce dont elle avait besoin pour recommencer ailleurs, loin des regards accusateurs et des chuchotements.
Je ne ressens rien en pensant à elle maintenant. Ni colère, ni amour, ni regret. Juste une sorte de vide neutre, comme lorsqu'on se souvient d'un film qu'on a vu il y a longtemps. On sait que c'est arrivé, on se souvient vaguement de l'intrigue, mais aucune émotion n'est attachée au souvenir. Mes amis les plus proches, comme Marc, gardons le contact. Il vient me voir régulièrement, apportant des nouvelles de la capitale, des bières artisanales qu'il a découvertes, et sa bonne humeur inébranlable. C'est lui qui m'a dit que Renault avait perdu plusieurs clients après le scandale. Apparemment, les hommes d'affaires conservateurs n'apprécient pas de faire des affaires avec quelqu'un dont le manque de caractère est devenu si public. Le karma est une réalité, mec, a dit Marc en buvant sa bière sur ma terrasse pendant que nous regardions le coucher de soleil. Je ne crois pas au karma, ai-je répondu. Je crois aux conséquences naturelles de nos choix. Ça revient au même, non? Peut-être avait-il raison. En avril, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Hélène, professeure d'histoire au collège de Honfleur. Nous nous sommes rencontrés pendant le festival du film de Cabourg, je photographiais les rues historiques. Elle guidait un groupe d'adolescents pour un projet scolaire. Un café est devenu un dîner, qui est devenu de longues promenades sur la plage et des conversations qui duraient jusqu'à l'aube. Nous ne nous pressons pas. Nous portons tous les deux des cicatrices. Elle d'un divorce difficile, moi de mon quasi-mariage désastreux. Nous construisons quelque chose lentement, avec soin, avec honnêteté. C'est rafraîchissant. Que ferais-tu si je trahissais ta confiance? Ai-je demandé un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant du centre historique. Elle ne fut pas surprise par la question, réfléchit juste un instant, ses yeux bruns fixés sur les miens. Je partirai, répondit-elle simplement. Sans drame, sans exposition publique, juste. Je partirai, parce que la vie est trop courte pour la passer avec des gens qui ne valorisent pas notre confiance. Sa réponse m'a rassuré d'une manière qu'elle n'imagine probablement pas. Les nuits de pleine lune, quand la marée est haute et que les vagues frappent plus fort contre les rochers, je me surprends, parfois à penser à ce qui aurait pu être, l'appartement que Louise et moi avions acheté dans le Marais, les enfants que nous prévoyions d'avoir, la vie que j'avais imaginée pour nous. Je ressens une pointe de tristesse, non pas pour la perte de cet avenir spécifique, mais pour la perte de l'innocence qui me permettait d'y croire sans poser de questions. Mais ces nuits se font plus rares. La plupart du temps, je dors paisiblement, bercé par le bruit de la mer et la brise qui entre par la fenêtre de la chambre. Je me réveille avec le chant des oiseaux et l'odeur du café que je prépare dans ma machine italienne, un cadeau que je me suis fait pour mon dernier anniversaire. Il y a quelques mois, j'ai reçu une invitation inattendue. Une galerie d'art à Honfleur voulait exposer certaines de mes peintures dans le cadre d'une exposition collective d'artistes locaux. Mon premier réflexe a été de refuser. Je ne me suis jamais considéré comme un véritable artiste, juste un avocat qui peint comme passe-temps. Mais Hélène m'a convaincu d'accepter. Qu'as-tu à perdre? A-t-elle argumenté. Au pire, personne n'achète. Au mieux, tu te découvres une nouvelle passion. L'exposition a eu lieu dans une maison à colombage restaurée dans le centre historique. Mes toiles, des visions de la mer à différents moments de la journée, capturant le changement de lumière et de couleur, étaient exposées à côté d'œuvres d'artistes beaucoup plus expérimentés. Je me sentais comme un imposteur, mais aussi étrangement fier. À ma grande surprise, j'ai vendu 3 tableaux dès le soir du vernissage. Un couple de Paris est tombé amoureux de mon interprétation du lever de soleil sur la plage de Deauville. Une dame âgée a acheté la peinture d'un bateau de pêche solitaire naviguant sous la pleine lune. Et Hélène, sans me le dire, a acquis, ma préférée, une vue de ma propre terrasse avec le rocking chair vide tourné vers la mer, attendant son occupant. Pour l'accrocher dans mon salon, a-t-elle dit. Comme ça, j'ai un morceau de ton monde dans le mien. Ce fut le geste qui me fit réaliser que j'étais prêt à aller de l'avant complètement. Pas seulement en existant dans le présent, mais aussi en rêvant à nouveau de l'avenir. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Pas d'expéditeur, juste mon nom et mon adresse d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement. Louise. Pendant un instant, j'ai envisagé de la jeter sans l'ouvrir. Mais quelque chose m'a dit que je devais la lire pour vraiment clore ce chapitre. La lettre était étonnamment brève. Antoine, je n'attends pas ton pardon, ni même ta compréhension.
Je veux juste que tu saches que je regrette profondément la souffrance que j'ai causée. Il n'y a pas de justification pour ce que j'ai fait, seulement des conséquences que je porte avec moi chaque jour. J'espère que tu as trouvé la paix que tu mérites. Je cherche encore la mienne. Louise. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai ressenti ni colère, ni vengeance, ni cette satisfaction amère que j'aurais peut-être attendue. Juste une étrange paix, comme si un dernier nœud s'était dénoué en moi. Ce soir-là, j'ai marché seul sur la plage, jusqu'au port de pêche. Les lumières des maisons se reflétaient sur l'eau sombre, créant de petites îles de brillance dans la mer Noire. Un vieux pêcheur réparait ses filets à la lumière d'un lampion, ses mains ridées se déplaçant avec la précision que seule l'expérience apporte. « Bonsoir, monsieur Antoine », m'a-t-il salué. « Tout le monde se connaît à Honfleur. Vous sortez pêcher demain, le temps sera bon. »« Peut-être », ai-je répondu en souriant. « J'apprends encore. »« On n'arrête jamais d'apprendre en mer », a-t-il philosophé. « Ni en mer, ni dans la vie. » Je suis resté là, un moment, à discuter avec monsieur Joachim Desmarais, des meilleurs endroits pour pêcher le bar, du vent qui changeait de direction ces dernières semaines, des sujets simples, pratiques, réels. La vie dans sa forme la plus fondamentale et d'une certaine manière la plus vraie. En rentrant chez moi, je suis passé par le centre historique, où les touristes déambulaient encore dans les rues pavées, prenant des photos des maisons colorées illuminées. Quelques bars étaient encore ouverts, de la musique live s'échappant par les fenêtres. La ville était vivante, vibrante, et moi aussi. Pas seulement en train de survivre, mais en train de vivre vraiment. La trahison m'avait défini pendant un certain temps, mais plus maintenant. C'était juste une partie de mon histoire, pas le chapitre principal. Sur la terrasse de la maison, je me suis assis dans le rocking chair, le même que sur la peinture, qu'Hélène a acheté, et j'ai regardé la mer. Le croissant de lune créait un chemin argenté sur l'eau noire. Au loin, les lumières de quelques bateaux parsemaient à l'horizon. Certaines nuits, je pense à ce qui aurait pu être. La maison, la vie, les mensonges. Mais la plupart des nuits, je dors paisiblement. Parce que j'ai choisi la vérité plutôt que l'illusion. Et dans le silence qui a suivi la tempête, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la vengeance. Je me suis trouvé moi-même.